Donc Hubert, je te laisse y aller. Alors, d'abord, donc, merci de participer à ce webinaire qui ne va pas être très long. J'ai moi-même très peu de temps pour vous parler, donc je vais vraiment essayer d'être concis. On est dans la continuation de ce qu'on a déjà fait, c'est-à-dire des informations sur la mise en pratique. Parce que, évidemment, comme vous le savez, nous avons une énorme connaissance des bienfaits de la nature, parce que ça fait 10 ans qu'on est sur le sujet. Ça devient maintenant très international. Mais la question qui se pose, c'est, OK, quand on sait, qu'est-ce qu'on fait? Et le problème, si vous voulez, à mon avis, c'est qu'il y a de c'est pas un problème, mais il y a de plus en plus de recherches qui se font au point de vue scientifique sur l'impact de la nature, mais il y a quand même très peu d'applications qui sont faites. Et je crois qu'il faut faire les 2, c'est-à-dire essayer de faire des recherches qui, en même temps, ont un impact immédiatement. C'est ce qu'on appelle des recherches-actions. Donc le but d'aujourd'hui, c'est vraiment de montrer comment des professionnels qui étaient déjà liés d'une manière ou d'une autre à la question de la nature, ont réussi à implanter dans leur pratique professionnelle tout ce savoir qu'on a diffusé. C'est vraiment ça le but, c'est vraiment de passer à l'action parce que c'est une chose de savoir, mais c'est vraiment une autre chose de savoir-faire. Et on a été très frappé tout au début de la création de Nature du fait qu'on rencontrait beaucoup de scientifiques qui nous disaient, j'ai déjà eu l'occasion d'ailleurs de le dire, mais qui nous disaient, oui, on a toutes les recherches, on sait qu'il y a un impact au niveau de la santé publique, on sait ce que ça fait aux enfants, aux adultes, aux personnes âgées, etc. Mais on ne sait pas comment faire en sorte que les décisionnaires agissent. Et donc, pour nous, c'est très important d'être le pont entre la recherche fondamentale et l'action sur le terrain pour que ça touche la population. Je vous rappelle quand même qu'on est une organisation sans but lucratif. Notre but, c'est vraiment la poursuite du bien commun et la poursuite du bien commun grâce au contact avec la nature. Donc, je ne vais pas être plus long et je repasse la parole à Emilia. Ah voilà, je me suis démutée. Et c'est assez drôle parce que j'étais justement en train de vous demander de vous muter pour qu'on puisse bien entendre les différents intervenants. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est n'hésitez pas à écrire vos questions ou des commentaires ou ce que vous voulez dans le chat parce qu'on va prendre le temps, après les différentes présentations, de simplement poser d'autres questions, des questions qui sont importantes pour vous. Si ça peut vous aider, cet événement-ci est vraiment fait pour vous inspirer ou vous aider à réfléchir ou vous aider à avancer. Donc, on va garder du temps à la fin pour pouvoir poser les questions. Donc, commençons sans plus tarder avec la première intervenante. Donc, vous allez voir une série de présentations. Donc, avec Isabelle de Morissens. Donc, Isabelle s'est connectée depuis l'Italie avec nous et elle est chercheuse en éducation, ambassadrice aussi du Pacte européen pour le climat. Et Isabelle, ce qui est extraordinaire, c'est qu'elle est réellement en train d'influencer très positivement le milieu de l'éducation en Italie, son organisation dont elle va nous parler, et elle l'a fait à partir notamment de la création d'un manuel et son édition en Italie, un manuel à destination des enseignants. Donc, ce qui est très intéressant, c'est de voir comment, justement, dans une institution, on peut arriver à amener en tout cas l'ensemble des pratiques à évoluer et en tout cas à intégrer la nature. Donc Isabelle, sans plus tarder, parle-nous de cette initiative, de ton approche, de ta démarche. Dis-nous aussi de quelle manière les formations qu'on a pu donner t'ont aussi aidé à pouvoir avancer. Et puis, je pense que ça va être d'intérêt pour ceux qui écoutent. Donc, je te laisse la parole, Isabelle. Bien, merci beaucoup. Bonsoir et bonjour à tout le monde. Après, si vous êtes en Europe ou pas. Et donc, oui, je vais essayer de vous expliquer. Donc, je travaille au niveau national et je m'occupais déjà de développement durable et pas tellement de rapport avec la nature, justement, mais de développement durable. Et j'étais quand même fort frappée du fait que les enseignants et surtout les étudiants avaient vraiment un manque de contact avec le vivant. Et donc, ce qui est reconnu maintenant dans le concept de l'extinction de l'expérience de la nature. Donc, concept d'ailleurs que j'ai appris suivant les cours de Web Nature, que d'ailleurs je suis d'une manière assidue parce que non seulement je suis les cours, mais comme je suis devenue guide il y a quelques années, eh bien, chaque année je reçois les cours parce que les cours d'Hubert sont vraiment très, très intéressants et surtout la recherche fait des pas de géants dans ce domaine qui est très peu connu dans mon milieu éducatif. Donc, quand on parle de développement durable, eh bien, on parle souvent des effets, si vous voulez,
les effets disons, des personnes en général sur le milieu, mais jamais de la nature, les effets positifs de la nature sur nous. Et donc, petit à petit, mais vraiment petit à petit, je suis parvenue à introduire ce thème. D'ailleurs, je vous donne un exemple. Justement, je suis en train de suivre, enfin, j'ai organisé une formation qui est sur le CCAP, donc c'est le plan d'action pour l'énergie renouvelable et le climat pour les professeurs. Donc maintenant, je suis en formation là avec 80 professeurs online et je suis parvenue à introduire quand même l'idée du rapport avec la nature. Donc non seulement de trouver des nature-based solutions, comme on les appelle, donc qui sont, si vous voulez, dans le développement durable assez connus, mais aussi de faire réfléchir les personnes sous le rapport avec les vivants. Alors, je ne sais pas, Emilia, je t'ai envoyé une photo avant, je voulais vous montrer, parce que j'ai demandé, moi je suis experte aussi des images. Enfin, j'emploie les images aussi justement pour faire de la formation. Et je voulais vous inviter. On entend un bruit de fond. C'est Mireille. Mireille. Alors, Hubert, tu peux couper les micros, Hubert, si tu veux bien. Oui. Donc voilà, à moins que ça vienne de chez Isabelle. Je pense que ça vient de chez Isabelle. Pas de chez moi. Ah, non, okay. Non, ça ne vient pas de chez moi. Non, non, okay. Voilà, maintenant c'est fait. Donc c'est fait, merci. Et donc, voilà, j'étais en train de vous expliquer. Donc, je ne sais pas si tu peux montrer la photo que je t'ai envoyée là. Oui, je viens de la montrer. Ah, tu l'as montrée, je ne l'ai pas vue. C'était... Ah, je vais la remontrer. Donc, continue, Isabelle. Pendant ce temps-là, Hubert va afficher la photo. Ok, mais je vais voir laquelle il va mettre. Mais enfin bon, c'est une photo que j'ai donc ça, à ces 80 professeurs. Oui, c'est pas celle-là, mais c'est pas grave. Ok. Et ça, c'est la couverture, par contre, du livre. Donc, nous avons écrit avec Hubert et Mélusine Martin, qui est une sociologue de mental de la Sorbonne. Et donc, on est parvenu donc à la traduire en italien. Et non seulement ça, mais j'ai eu la chance d'avoir la préface de la part du président. Et donc, je travaille au niveau national. Donc, c'était quand même important. C'était pas évident là de convaincre de faire une préface sur ce thème parce que le développement durable en général n'est jamais compris dans le sens de relation avec la nature. Alors, j'insiste aussi dans les cours que j'ai suivis quand même avec une nature parce que c'est très important l'aspect scientifique. Parce que bon, comme a dit Hubert avant, tout le monde sait bien qu'on est bien dans la nature et que ça nous fait du bien, mais pourquoi et comment? OK? Et donc, faire attention aussi à nos sens. Maintenant, je dois dire que j'ai fort moi-même j'ai changé de maison. Maintenant, je suis en train de vous parler. Là, je suis en face d'une fenêtre, je vois dehors. J'avais jamais pensé. Je ne sais pas si les participants, qu'est-ce qu'ils voient là, ils sont entourés, s'ils regardent par la fenêtre, ils ont la possibilité de voir la nature parce que ça repose quand même sur les yeux. Et aussi d'écouter, de faire attention aussi à nos sens comme l'ouïe. Et voilà. Isabelle, si tu me permets, tu disais tantôt, et je trouve ça super intéressant, que tu es parvenue à convaincre. Moi, j'aimerais bien que tu puisses expliquer de quelle manière, en fait, tu fais ça. Comment est-ce qu'on arrive, donc tu es avec tes collègues de travail, tu es avec une organisation qui a déjà tout un plan qui est développé. Comment est-ce que tu fais pour finalement amener les supérieurs, tes collègues D'abord, c'est la passion pour l'argument, l'exemple, la passion. Bon, je suis guide de reconnexion nature, j'ai beaucoup insisté, j'insiste beaucoup. J'ai quand même une collègue qui est un dirigeant qui est convaincu aussi du bienfait de la nature, donc ça aide beaucoup évidemment. Et puis le président, ben, c'est un coup de chance. J'ai eu un bon rapport avec lui là en expliquant les bienfaits, mais j'ai dû motiver. C'est-à-dire que c'est très important quand on parle de la nature, justement, c'est de motiver à travers les recherches et en citant des recherches. Ce qu'on fait d'ailleurs dans les reconnexions nature. Ça convainc fort les gens. Parce que le ressenti, ok, parce que tout le monde ressent ce qu'il ressent, mais ce qui est important, c'est de donner des noms et des exemples et de dire en fait que les gens, ce qu'ils ressentent de la nature, eh bien,
ça a été prouvé que ça a des bienfaits. Et donc, ça, c'est très important. Donc, voilà. Les Isabelle, difficultés, oui, peut-être pour illustrer ce que tu dis, je m'excuse de t'interrompre, mais il y a une superbe question qui est tombée dans le chat et qui a oui. vraiment un lien avec ce que tu dis, c'est quelles sont les études scientifiques que vous citez le plus souvent en référence pour soutenir donc cette idée, tes idées de manière générale, pour t'aider à Alors comprendre. moi, ce que bon, moi je parle souvent de l'extension de l'expérience de la nature. Donc, parce que dans le développement durable, on parlerait par exemple de l'extinction de la nature, la biodiversité, tout disparaît, tout ça. Mais c'est pas tellement ça. C'est le lien avec la nature. C'est notre lien avec la nature qui est, disons, qui est on a justement reconnecté avec la nature. Justement, c'est considérer nous nature et d'être de ne pas considérer la nature d'une manière séparée. Et d'ailleurs, il y a beaucoup d'institutions, même très importantes, et même européennes, même l'Europe fait beaucoup d'efforts dans ce sens-là, mais je crois qu'il doit encore faire beaucoup d'efforts parce qu'il y a combien de parcs qui ne sont pas accessibles. On considère qu'un endroit que la nature est accessible quand, d'ailleurs, c'est l'OMS qui le dit, donc l'Organisation mondiale de la santé, que c'est accessible pour un adulte si c'est à 300 mètres dans les 5 minutes. Donc, pensez chacun de vous si vous avez l'accès à la nature dans les 5 minutes autour de vous. Pour les petits, pour les enfants, les jeunes, eh bien, c'est encore moins, c'est 100 mètres. Donc, voilà, ça. Et puis d'autres, il y a bon, moi, évidemment, j'ai un très gros focus, disons, sur l'éducation. Donc, la nature, c'est vraiment une aide formidable, une alliée aussi de l'étude et de la concentration. Donc, voilà, ça, c'est très important, ça. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Si moi, ça me fait plaisir de répondre à des questions. Voilà. Donc, le manuel, on ne sait pas encore, il va être diffusé maintenant à partir de septembre. Et il y a en plus des fiches didactiques qui est derrière. Donc, on travaille sur des thèmes. Et oui, à propos de c'est très difficile de dire. Il y a beaucoup de théories parce que bon, il y a Kaplan et Kaplan, il y a la restauration de l'attention, il y a plein de théories. Maintenant, en 2 secondes, là, c'est difficile de dire des auteurs, mais disons, il y a Le Van Queen, en Italie, il y a évidemment Mancuso, il y a en France, il y a Allais, il y en a beaucoup, Bruno Muglia. Voilà, il y a Suzanne Simard qui a été tellement importante justement pour démontrer aussi la coopération entre les arbres à travers les racines. Et donc, voilà, il y a beaucoup de choses. Et alors, par exemple, je vous fais le dernier exemple, voilà, l'exemple concret. Quand on parle de Nature-Based Solution, tous les administrateurs disent, voilà, on va faire le fameux depaving, on va enlever le béton des rues, etc. Il y a des communes en Italie qui font partie des Smart Cities, donc il y en a 9 en Italie, il y en a plus ou moins 112 en Europe. Il y en a exactement 112 en Europe. Et donc, ça veut dire enlever le béton. Par exemple, Prato, c'est une ville près de Florence, eh bien, a décidé d'enlever le 21% du béton. Alors, tout ça, c'est vu seulement, malheureusement, de l'optique hydrologique, enfin, disons, pour les bienfaits pour le climat. Et OK, moi, je suis ambassadeur du climat, OK, ambassadrice du climat. Mais il y a aussi des effets positifs aussi pour la santé, parce qu'il y a des bactéries, par exemple, dans le sol, qui sont antidépressives, etc. Donc, voilà, ça ajoute, disons, du sens aussi aux actions qu'on fait. Et ça, c'est très important. Du sens et aussi, j'ajouterais une chose très, très importante du point de vue de l'éducation. Donc, non seulement pour la santé physique des professeurs ou des élèves ou de tout le monde, mais surtout la santé mentale. Parce que le problème, comme dit toujours justement Hubert, actuel, c'est le problème de la santé mentale. Parce que le peu de contact avec la nature, forcément, porte à des problèmes mentaux. Et Voilà. Isabelle, comme je vais être la maîtresse du temps et je vais devoir aussi faire passer nos autres participants, je veux quand même que tu termines avec un espèce de mot de la fin parce que je sais que tu vas aussi nous quitter, donc tu ne pourras pas rester pour les questions de nos participants. Si maintenant, si tu avais un conseil à donner à ceux qui sont en éducation, ceux qui côtoient les enseignants, qui côtoient les directeurs d'école, ce serait quoi pour les aider justement à amener cette influence positive dans ces milieux? Mais évidemment, je conseille que de faire d'abord la formation, parce qu'on peut pas, c'est très complexe, ça a l'air simple comme ça, mais bon, les bienfaits de la nature sont vraiment tellement nombreux qu'il faut quand même connaître d'abord. Donc moi, je trouve qu'il faut d'abord connaître un peu, mettre des noms aux choses qu'on sent, je dirais ça.
Donc, la chose la plus importante, c'est quand même et puis aussi nous-mêmes commencer à s'interroger et se sentir nous-mêmes proches de la nature. Et ça, dans mon cas, c'était un long procès de quelques années. Et donc, parfois, je me force ou je fais une promenade enfin, je me force parce que bon, souvent, je suis au computer, donc voilà. Et donc, je me dis, maintenant, stop. Maintenant, voilà, j'ai besoin de me rafraîchir les idées. On dit rafraîchir les idées, eh ben c'est le cas de le dire. Voilà. Mais c'est super. Donc moi, ce que je retiens, c'est vraiment cette idée d'être déjà cohérent avec soi-même et puis se nourrir de ce contact avec la nature. Et puis de l'autre côté, c'est obtenir des outils, le plus de connaissances aussi possible pour pouvoir les intégrer dans ce qu'on est en train de faire. Ça marche. Je vois qu'Hubert a levé la main. Qu'y a-t-il, Hubert? Oui, parce que je voudrais juste ajouter que Isabelle a fait, bon, en dehors de ce qu'elle vient de raconter, elle fait aussi beaucoup de recherches scientifiques sur l'impact de la nature en Italie, qu'elle publie dans des revues scientifiques. Et on a donc eu l'occasion de former des enseignants d'une école primaire en Italie pendant plusieurs semaines. Et 3 ans plus tard, Isabelle a fait une étude pour voir l'impact que cette formation avait eu sur la manière dont les enseignants parlent de la nature. Et l'étude a été publiée et montre que 100% des enseignants ont déclaré avoir modifié leur façon de parler de la nature. C'est très important parce qu'un enseignant, ça impacte des centaines et des centaines d'étudiants dans une vie. Donc, c'est un effet démultiplicateur. Donc, c'est très important d'agir auprès des éducateurs parce que c'est eux qui forment la pensée des enfants, notamment. Et si ce qu'ils disent n'est pas correct, ça crée des dommages. Donc, c'est très important d'agir dès cet instant-là. Ben merci. Donc ça, c'était vraiment ce volet éducation, d'ailleurs, qu'on va poursuivre avec notre prochaine invitée, Guylaine Leclerc, qui est avec nous depuis le Québec. Et Guylaine vient de recevoir un financement pour un projet. Le financement qui vient d'une municipalité pour un projet intergénérationnel qui est absolument fantastique et dont elle va nous parler. Guylaine, c'est une spécialiste en éducation pour la petite enfance. Et donc, elle avait une idée formidable dont elle parlait en permanence durant la cohorte à laquelle elle a assisté, donc qui est de regrouper, de mettre ensemble les aînés et les enfants. Donc, Guylaine, je te laisse la parole, comme ça tu vas pouvoir à la fois expliquer quel est ton projet, mais aussi parle-nous de la manière dont tu as réussi à embarquer autant la municipalité, mais aussi tout un écosystème avec toi pour commencer à réaliser ce projet. Donc, n'oublie pas de te démuter. Voilà, j'ai la parole. Et je ne suis pas au Québec, je suis dans les Maritimes. C'est les vacances. À 1 heure de plus, donc il est 13 heures présentement. Ben écoute, ce projet-là, je ne sais pas si tout le monde est au parfum, mais le projet intergénérationnel, ça vient quand même de mon propre vécu, donc inspiré de mes racines familiales, du vécu que j'ai eu toute petite enfant. Du pourquoi les enfants, pour moi, c'est hyper important, tant pour la transmission des savoirs que d'être dehors, que d'être autosuffisant grâce à mes grands-parents. Donc, une vie rurale qui m'a enracinée et depuis, je suis un arbre qui vieillit bien. C'était vraiment de créer un milieu intergénérationnel. Pourquoi? C'est comme un genre d'éco-village de ressources où on retrouve, comme tu as dit, Emilia, des enfants qui, pour moi, doivent être connectés dès la naissance. Des aînés parce qu'ils ont déconnecté un moment donné avec tout ce qui est industriel, tout ce qui est les gens ont sorti du rural et là, on les envoie dans des maisons où on n'a plus accès à la nature, même s'ils l'ont vécu très, très, très jeune. Donc, ça, c'était des valeurs qui, pour moi, étaient importantes. Et puis, le premier pas de comment ça a débouché sur ce projet-là, c'est que je suis devenue grand-maman. Donc, je voulais refaire vivre à mes petits-enfants ce que j'ai vécu petite. Je veux refaire vivre avec mes propres parents dont je suis aidante, de leur offrir un milieu nature parce qu'ils vivent en nature encore. Ils ont besoin de ressources et de services, mais j'amène les ressources et les services dans leur nature, dans leur maison. Donc, ça a été comme un déclic, un déclencheur pour créer cette structure-là, cet éco-village de ressources-là, pour offrir justement ce bien-être-là
oui, la nature, oui, pour les enfants, oui, pour les aînés, mais dans un domaine, dans une nature hyper grande, dans une forêt gratuite. Je vais dire gratuite parce que de là ta question de comment on a eu les sous, ben, je te dirais, c'est de l'incarner, c'est de le partager, c'est de le ressentir. C'est comme ça, je pense que je suis capable d'approcher les gens, la MRC, la ville ou autre. Mais ce qui a vraiment créé le déclic, c'est que cette forêt-là est en plein cœur d'un village. Et à force d'en parler, d'être quand que les conseils de ville, à l'église, quand il y a des concerts, aux activités du village, de toujours en parler, ça a créé comme un espèce de beau message. Puis le maire de notre structure, de notre village, est devenu papa. Et il était comme animateur de scout. Fait que ça a fait comme clic. Moi, je n'enverrai pas mon enfant dans un CPE. Ses parents, lui, sont âgés, donc je n'enverrai pas mes parents. Et ça a fait un peu boule de neige. On a fait aussi des activités. Il y a on appelle ça une coop pour aînés là-bas à Saint-François. Et j'y allais avec mon milieu de garde et tout. Donc, on a comme convaincu nos aînés, il y en avait à peu près une quarantaine, qui étaient tout près, même dans la forêt, qui ne sortaient pas par peur, par manque de sécurité, par non-connaissance ou autre, puis de les amener tranquillement avec les enfants, ça crée ce climat-là de sécurité, de bien-être, je te dirais. Et je pense par les enfants, quand on dit on forme les enseignants, on forme les adultes et tout, moi, je crois vraiment que de partir de nos enfants, puis nous, ben, c'est sûr qu'on explique le scientifique, là, mais de partir des enfants, de les regarder être en nature, de les regarder explorer, de se sentir bien. Moi, dans le sac à dos, quand on part en forêt, les enfants n'ont qu'une gourde d'eau. Il n'y a pas de joie, il n'y a pas de jeu, il n'y a absolument rien. Ils créent leur environnement. Ils apprivoisent la forêt. Donc, tous ces éléments-là que l'enfant revit, le partage avec ses parents, les parents avec ses grands-parents, etc. Donc, ça a fait une belle boule de neige, même si on est en plein été. Et je te dirais que ça a amené les conseillers, la ville à y croire. Mhm. Comment je pourrais dire ça? Ils appellent ça comme comment ils appellent ça? Donc? En tout cas, des genres de règles qui fait qu'on va pouvoir créer cet environnement-là dans la forêt. Beaucoup de résolutions de leur part, une à la fois, mais sans nécessairement signer d'argent. Et dernièrement, bon, on a eu vraiment un cadeau, on va dire, du ciel. Disant qu'ils vont vraiment partager les frais du terrain, qui est quand même un 14 acres dans le village, parce qu'on voulait protéger cette forêt-là, la rendre disponible et gratuite pour les citoyens et probablement plein d'autres parents, parce que je suis contre qu'on ait à payer pour aller en forêt. Donc, ils vont défrayer, dans le fond, le 40% du terrain et le projet là, au pied 60. Et la dernière lettre d'appui de la MRC qui a été très difficile à convaincre parce que le projet venait pas d'instance, le projet était très innovant. Il n'y avait pas de pareil au Québec, mais seulement au niveau international. Et le fait que je sorte de notre cher pays, le Québec, que j'aille en France, que j'aille au Luxembourg, que je suis en contact avec un paquet de gens au niveau international, je crois que ça a créé aussi cet appui de sécurité. Ah, elle est sérieuse, Guylaine, malgré tout. Et ça a fait, ça a pris le temps. Je te dirais que j'ai pris le temps aussi d'écouter, d'accepter les doutes parce qu'il y en a, de démontrer le sérieux tant avec le plan d'affaires, mais que la carte mentale était comme wow, tu sais, et d'y ajouter tout ce qui est formation. Parce que c'est sûr qu'avant que je me lance dans ce projet-là, j'avais besoin de vraiment solidifier mes assises, malgré que j'étais enseignante avant et beaucoup d'expérience et d'expertise, mais j'avais vraiment besoin de solidifier ces éléments-là, tant par les formations enfants nature qu'en France, la petite école en forêt. En tout cas, j'en ai suivi plein. Et la dernière étant une nature où le scientifique a pris une autre place hyper importante qui fait que je suis capable d'en parler avec mon cœur, mon âme, mon énergie, mais je suis capable aussi d'y mettre des liens scientifiques et ils font comme « Oh! » Alors, ça fait quand même 3 ans et demi que je suis sur ce projet-là, je te dirais.
Et là, on a semé beaucoup. Puis là, tranquillement, on récolte. Puis on est vraiment rendu dans la phase de financement, de partenariat financier et de prouver à quelque part que ce concept-là pourrait faire des petits à travers le Québec, mais à travers le Canada et probablement ailleurs, parce que des gens qui sont qui voient une lumière, un autre type de service pour nos enfants et pour nos aînés, autre que ce qui existe présentement. Donc, ouais, c'est ça, Emilia. Ben, c'est super, c'est vraiment fantastique la manière dont tu as résumé. Je sais que c'est pas évident de résumer un travail sur lequel tu bosses depuis 3 ans en 10 minutes. Mais voilà, comme je le vois dans le chat, super projet inspirant. Il y a des cœurs qui volent, des applaudissements, d'emoji. Bravo beaucoup, ma chère Guylaine. Moi, j'avais une question, tu sais. Moi, je pense que l'équipe, tu as déjà nommé beaucoup de choses qui sont hyper importantes quand on démarre ce type de projet. L'équipe, je pense qu'elle est aussi très importante. Donc, tu as dit on à plusieurs reprises, c'est qui t'entoure et de qui il faut s'entourer pour mener ce type de projet-là aussi? Je te dirais qu'au départ, moi, je les appelais mes 5 mousquetaires. C'est des dames entrepreneurs, OK, qui ont vraiment eu le goût de changer quelque chose dans leur vie, dans leur métier. Donc, j'ai des éducatrices spécialisées, des enseignants qui en ont rôle pompon de l'école ordinaire. C'est des gens vraiment, des femmes de cœur qui ont des enfants qui veulent créer des changements. Donc, avec ces femmes-là, on a été capable de s'associer, de discuter et de valider en fait vers où on s'en allait avec le haut-pied. Et tranquillement, à chaque étape, je te dirais, Emilia, c'est on y a associé des gens. Donc, à force d'en parler, bon, on a besoin peut-être d'un plan d'affaires. Ah, OK, on va cogner, on cherche quelqu'un qui peut nous aider. On aurait peut-être besoin d'un fiscaliste ou d'un compte. Hop, on est allé chercher quelqu'un, un notaire, un avocat. Et souvent, ça a été pro bono. Je te dirais que ces gens sont associés vraiment en y croyant de de considérer que ce projet-là va pas changer le monde parce que c'est pas vraiment ma vision, mais de changer quelque chose dans notre vie d'aujourd'hui et d'y donner du temps. Donc, tranquillement, on est rendu quand même 19 membres actifs par comité spécialisé en com, en finance. Là, on est dans l'événementiel. Ça va être débile ce qui va sortir. Des chandails, après j'apprends dans le dos, puis des jeux de société. En tout cas, bref, il ne faut pas trop que je parle. Mais des éléments qui fait qu'à quelque part, on entend parler du houppier. Et tranquillement, il y a des gens qui s'associent de tout type sociaux, de toute profession, nous aident à chaque étape. Et je te dirais que là, l'étape la plus où on est rendu, c'est vraiment de donner un coup de pied au CUL, aux députés. Mais ça, c'est une autre chose parce qu'il y a quand même des ministres qui sont au courant. Donc, on est vraiment dans le politique, mais ça ne me dérange pas vraiment. Une étape à la fois, une journée. C'est fantastique. Alors, Hubert a levé la main. Je pense qu'il veut un complément d'information à tout ce que tu dis, puisqu'il te connaît très, très bien. Oui, mais je veux juste souligner un truc que tu viens de dire, Guylaine, qui est tellement important. C'est qu'il y a des gens qui ont travaillé pour toi et pour vous pro bono. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas se lancer dans quelque chose en disant je n'ai pas les moyens, mais tu es la démonstration que la foi dans un projet, c'est ça qui déplace les montagnes. Et c'est ça qui fait que des notaires et des avocats et des consultants et des fiscalistes acceptent de donner gratuitement du temps parce qu'ils sont fiers de collaborer à un projet qui les inspire. Donc ça, c'est très important. Et j'ajouterais, oui, pardon, qui les inspire, mais j'ajoute quand même que tous ces corps de métier-là sont très rassurés par les fondements autant scientifiques que des plans d'affaires, que tout ça. Donc moi, je trouve que Guylaine a vraiment fait l'alliage de ce qu'un projet devrait comporter en fait pour aller toucher un petit peu tout le monde. Guylaine, vas-y, un petit mot de la fin. On n'aurait pas pu autrement, Emilia, parce que, à quelque part, en étant aussi un OBNL, on ne fait pas d'argent avec ça, puis on n'en reçoit pas non plus parce qu'on est comme considéré en pré-démarrage, puis en démarrage seulement quand il va y avoir la pelletée de terre, et là, je les envoie paître. Mais à quelque part, ces gens-là,
une fois qu'on a jasé, puis qu'on a dit où on était rendu, puis le bout de chemin qu'on a fait aussi, il faut les mettre au parfum de ça. Ils font comme ah, wow, ben j'ai le goût. Et de les rendre visibles aussi, parce qu'à quelque part, il faut que ça soit gagnant-gagnant. Oui, pro bono, ben à quelque part, on a quand même un site web, puis un truc qui fait comme ah, on a une nouvelle associée, ah, ils nous donnent du temps, puis on les valorise aussi dans le travail qu'ils font. Et leur travail nous permet d'avancer une étape à la fois, une marche à la fois. Là. Et il faut prendre le temps. Et il faut les rassurer, il faut aussi leur dire merci. Ben, vous me connaissez, là, il faut vraiment être les gratifier, puis c'est vraiment donnant-donnant. Il ne faut pas prendre puis rien donner. Là. Un bel échange communautaire, là, collectif, là. Donnez tous les mots que vous voulez. Là. Ben, il faut vraiment. Ben, c'est fantastique. Merci beaucoup, Guylaine, pour ce témoignage. Et ben, écoutez, j'ai vu passer le houppier, le lien dans le chat. Vous pouvez aller regarder. Je l'ai aussi mis sur LinkedIn. Donc, vous aurez toutes les informations. Puis, Guylaine et puis tous les intervenants, vous pouvez, à mon avis, les contacter si vous voulez des compléments d'information. Il y a une infolette où tu peux t'inscrire, je fais ma pub, où tu peux avoir vraiment toutes les nouveautés de tout ce qui se passe, parce qu'il se passe toujours quelque chose. Et puis s'il y a des gens qui connaissent d'autres gens qui peuvent nous aider à continuer, parce que c'est sûr que les sources de financement, c'est toujours le bobo de projet, mais ça va venir. J'y crois et je le partage et voilà. Merci. Et ben, alors, parfait. Alors, merci beaucoup, Guylaine. Passons maintenant à un autre magnifique projet, en fait un pari, comme je l'ai mis durant ma petite session de promotion de ce webinaire, avec Philippe de Wouters, donc, qui est le directeur général de la Société royale forestière de Belgique, qui est connecté de Belgique, à moins qu'il soit aussi en vacances comme Guylaine. Ce qui est génial avec Philippe, c'est que, comme je le disais, il a fait un pari, le pari d'amener des propriétaires forestiers à exploiter leur forêt, mais aussi d'une autre manière, en donnant accès pour la santé des jeunes, en particulier la santé mentale des jeunes. Donc, c'est quand même un tour de force. Donc, je pense que ça va être très intéressant d'entendre déjà ce qui a motivé Philippe à aller dans cette direction, et comment il a fait en fait pour changer ce paradigme, parce qu'il y a toute une culture chez les propriétaires forestiers. Donc maintenant, les amener à se tourner vers la forêt pour la santé, ben, je serais très curieuse de le savoir, comment tu t'y es pris. Donc Philippe, tu as la parole et merci d'être avec nous. Oui, bonjour à tous. Bonjour de Belgique. Bonjour donc, Philippe. J'ai eu la chance évidemment d'être tout petit déjà imprégné dans la nature et d'en faire un métier, mon métier de forestier. Et notre association qui regroupe les propriétaires forestiers m'a passionné et je me suis vraiment intéressé au vu de l'engouement de certaines pratiques de bienfaits sur la santé humaine, d'en savoir plus. Et c'est mon conseil d'administration, puisqu'on est aussi une association sans but lucratif, notre conseil d'administration a dit Philippe, c'est bien gentil ton truc, mais il faut que ce soit sur des bases robustes et scientifiques. Et c'est ça, en fait, qui m'a réellement passionné dans la formation suivie à l'université dans la nature, autant éco-leader et puis ensuite guide certifié. C'est à chaque fois qu'on avait une nouvelle information, moi, ça me disait, mais je veux encore en savoir plus. Et c'est inépuisable. Et associé, il ne faut pas être forestier ou être, je vais dire, professionnel de la santé pour suivre la formation. C'est vraiment accessible à tout le monde. Et puis chacun prendre là où il est dans ses activités, hein, que ce soit Guylaine, Isabelle ou moi en tant que forestier. Ben moi, évidemment, je m'attache au bienfait de la forêt sur la santé humaine. Et j'ai fait ce pari fou de fait suite à la rencontre d'un médecin, un psychologue d'un centre neuropsychiatrique qui s'occupe d'adolescents, de se dire mais on ferait bien quelque chose, mais vraiment qui sort de l'ordinaire avec les jeunes qui sont hospitalisés dans ce centre. Et comment ça marche? C'est vraiment, Guylaine en a parlé, c'est le réseau.
On doit, à un moment, quand on a une belle histoire à raconter, on doit faire fonctionner parce que Guylaine a parlé d'argent, il n'y a rien à faire. À chaque fois, on doit trouver du budget pour que ce que l'on offre soit évidemment gratuit ou à faible coût pour les bénéficiaires. Ici, dans notre cas, les adolescents, mais c'est dans leur parcours, il fallait trouver du financement. Et là, il faut exactement aller le promouvoir, professionnels de la santé et professionnels de la forêt, eh bien, avec un bagage de tous ces bienfaits de la nature sur la santé humaine, on arrive à convaincre des structures. Alors, les obstacles qu'on a rencontrés, et Guylaine en a parlé également, c'est entre autres quand on s'adresse au pouvoir public pour financer, ça c'est vraiment compliqué parce que à chaque fois ils disent oui, mais ça c'est pas moi qui finance, c'est le ministre de la Forêt qui doit financer ça. Et puis quand on va voir le ministre de la Forêt, ah non, ça c'est le ministre de la Santé qui doit évidemment financer ce truc-là. Et donc c'est des financements privés qui montrent l'exemple et pour lequel on peut ouvrir la forêt initier les propriétaires qui font de la sylviculture et d'amener un nouvel espace dans leur forêt pour accueillir les jeunes. De l'autre côté, les professionnels de la santé à qui on offre un espace et qui vont leur permettre d'accueillir les jeunes. C'est fantastique. Et tu soulèves quelque chose de phénoménal qui est que finalement, et je le vois avec l'étendue des projets qui arrivent à travers les cours, que vous êtes très en avance. Les structures actuelles ne sont pas du tout adaptées pour le type de projet que vous êtes en train de mettre en œuvre, puisque vous avez dépassé les silos, en fait. Et les structures actuelles fonctionnent toujours en silo. Donc, ça demeure toujours un défi, comme tu le disais, d'aller vers les bons interlocuteurs, puisqu'il n'y a pas un lieu commun dans lequel on peut réfléchir à ces idées avec cette vision à 360. Donc, c'est super intéressant. Tu sais, dans le chat, je voyais la vision seule ne suffit pas. Il faut la mettre en mouvement, l'incarner et la partager. Convaincre, c'est d'abord rassurer avec des preuves, puis inspirer avec un rêve, un grand rêve, se chair aux pieds. Donc, ça date beaucoup. En fait, ça illustre beaucoup un peu hein, la posture dans laquelle toi tu te trouves aussi avec ce projet. Et cette rencontre, parle-nous de cette rencontre aussi avec il me semble, c'est Jocelyn Desloyers. Hein. Est-ce que je me voilà, qui d'ailleurs est parmi nous. Hein. Jocelyn est là aujourd'hui. Parle-nous de justement cette rencontre, parce que tu es propriétaire forestier, tu rencontres quelqu'un, il y a comme une chimie où il y a un travail commun qui doit se mettre en œuvre pour que vous arriviez à déployer votre idée. Puis ensuite, je laisse la parole à Hubert qui a levé la main. Vas-y. Donc c'est vraiment une rencontre entre deux mondes qui ne se côtoient pas en fait, a priori, a priori. Et donc les silos doivent se réunir. Et ce qui fait la force du projet, c'est que chacun est respecté dans la place qu'il doit avoir dans ce processus-là. Je peux me permettre de parler forêt puisque je suis forestier et des bienfaits de la forêt sur la santé. Et les professionnels de la santé peuvent exprimer et donner la garantie que les bienfaits de la nature, ce qu'elle apporte sur les jeunes. Et c'est cette émulation avec Jocelyn, qui est aussi médecin hein, et docteur, qui fait que cette rencontre, une fois qu'on le fait sur le terrain, et le résultat, en fait, ce sont les jeunes. Je pense que Guylaine ne l'a pas dit, mais si on devait donner la parole aux jeunes, aux enfants ou aux aînés, c'est eux, en fait, qui expriment le résultat. Et c'est ça qui donne toute la force du côté des professionnels, voire même de la direction du centre, qui a donné du centre d'hospitalisation des jeunes, que du côté des forestiers qui accueillent, ça donne une légitimité parce que des deux côtés, ils ont vu que c'était sérieux, que c'était encadré par des personnes professionnelles. Et c'est vrai qu'on est précurseur, on a cette chance-là, oui. Mm-hmm. Euh, Hubert, vas-y, interviens. Oui, je me demande si ce ne serait pas aussi intéressant de donner un peu la parole à Jocelyn, parce que ce que Philippe et Jocelyn ont réussi à faire, qui est quand même absolument incroyable en Belgique, c'est de passer
au-delà de toutes les remarques qu'on entend d'habitude sur l'impact de la nature sur la santé, à savoir que ce serait de l'ésotérisme, de la magie, de la sorcellerie, etc. Ce n'est pas du tout le cas. Il y a des milliers d'études qui le montrent actuellement, mais il y a encore cette croyance-là auprès de beaucoup d'institutions. Donc c'est pour ça que j'admire beaucoup, moi, le travail qui a été fait par Philippe et Jocelyn, parce qu'ils ont dépassé ces croyances qui n'ont plus de sens aujourd'hui. Jocelyn, est-ce que tu veux dire quelques mots? Bonjour. Bonjour, bonjour. Non, simplement remercier Philippe pour cette présentation vraiment très élogieuse et dire aussi que nous, en tant qu'hôpital, nous étions à la recherche de nouvelles solutions aussi thérapeutiques pour nos jeunes patients. Parce que pour certains patients, donc, qui étaient vraiment en grande difficulté, en grande souffrance psychique, nous n'avons plus de solutions à un moment. Et donc, c'était vraiment une grande opportunité, cette rencontre avec Philippe, d'ouvrir notre esprit, d'ouvrir notre champ et depuis que nous l'avons fait, d'ailleurs, ça fait d'autres émules et dans d'autres unités de soins, voilà. Et aussi avec le soutien de la direction. Ça, c'est très important aussi que les médecins directeurs et la direction générale soient convaincus du projet. Je crois que c'est important. Donc merci. Bon, ben, fantastique. En tout cas, moi, ce que je retiens bien, et je voudrais quand même te laisser dire un petit mot de la fin, Philippe, mais ce que je trouve extraordinaire, c'est qu'il y a malgré le fait que, OK, on est dans la nouveauté, on est dans de l'innovation, on va le dire clairement, c'est de l'innovation, il y a tout un chemin à faire pour convaincre les gens, mais j'ai l'impression qu'on arrive toujours à trouver dans ces différentes organisations des agents dormants, comme on aime les appeler chez Unature, qui attendent justement de trouver un vis-à-vis qui est capable, qui a les mêmes valeurs et qui sera donc prêt à créer cette étincelle. Donc, je trouve ça très, très encourageant. Alors, Philippe, je te laisse finir. Écoute, je vais donner un mot de la fin qui sera plutôt lié à ceux qui veulent suivre la formation de guide certifié. C'est aussi ici, moi, un plaisir nouveau que j'ai pu découvrir, c'est de guider en forêt avec une nouvelle approche, mais aussi de le faire avec d'autres personnes qui n'ont pas cette chance, évidemment, d'avoir cet accès à la forêt en particulier. Et donc, si de nouveaux guides sont intéressés à développer des projets, mais surtout faites-le à plusieurs, pas seul, parce que moi, ce qui m'enrichit, c'est quand je fais une guidance, hein, c'est vraiment ce contact et cette collaboration qu'on peut avoir avec un autre regard. C'est le croisement des regards qui Mhm. est, qui est, Qui est précieux. qui est précieux. Merci. Ouais, vraiment. Bon, ben, merci beaucoup, Philippe. Il y a plein de petits thumbs up. Voilà, c'est fantastique. Bon, alors, terminons avec Isabelle, Isabelle Van de Voort, qui est là avec nous depuis son van. C'est extraordinaire. Je laisserai le soin d'expliquer. Elle est au Luxembourg. Et Isabelle, pour elle, c'était une évidence. Elle est psychologue. C'était une évidence que la nature était une force qu'il fallait intégrer dans sa pratique professionnelle. Donc, elle va nous expliquer, parce que ça n'est pas si facile que ça, de se dire, je vais intégrer la nature, en tout cas le contact avec la nature, dans ma pratique de psychologue, et je vais emmener des entreprises en nature. Pas que des entreprises, mais en tout cas un milieu quand même corporatif. Explique-nous, Isabelle, un petit peu ton cheminement et comment tu arrives à faire ça. Oui, bonjour à tous. Effectivement, je suis psychologue clinicienne, mais j'ai une carrière de plus de 20 ans dans les ressources humaines. Et là, j'ai dû constater que mon rôle, en fait, j'ai commencé dans les ressources humaines parce que j'ai une passion pour l'humain, pour les personnes, pour les gens, pour le développement des gens, pour le bien-être. Et mon rôle, il avait évolué à une poste de gestion financière, juriste, très dur, et ça me convenait plus du tout. Et déjà depuis, je pense, une dizaine d'années, je réfléchissais comment je vais sortir parce que c'est quand même aussi en sécurité. C'est un trajet de carrière classique, ressources humaines, manager ressources humaines, c'est bien, on est dans la sécurité financière. Euh, et au moment que mon fils est né, il y a deux choses qui sont passées en fait. Ça m'a vraiment fait réaliser que je devais agir beaucoup plus actif
sur tout ce qu'on confronte aujourd'hui. Quand on sait que presque 60% des jeunes sont confrontés avec l'éco-anxiété, si on voit le mal-être, si on voit tout ce qui nous arrive avec le changement de climat, la perte de biodiversité, ce qui nous attend, ça peut être effrayant. Et donc, j'ai dit, pour moi, ça me suffit maintenant. Je veux quitter le chemin connu et je veux agir. Et je voulais aussi agir sur tous les problèmes de santé mentale avec lesquels j'étais confrontée dans mon travail, le mauvais être des employés. Et du coup, j'ai pris du temps pour étudier et j'ai toujours su que la nature, elle devait avoir un lieu en tout ça, mais au début, c'était encore très vague, c'était un peu ésotérique peut-être, comment je vais aborder ça chez les entreprises jusqu'au moment que j'étais sur Google et je demandais à Google comment la nature impacte le stress chronique et le burn-out. Et là, je tombais sur une liste des articles scientifiques et c'était mon moment de aha. Je dis, OK, maintenant je le sais. Et bien sûr, c'est comme ça, tu vois, une fois que tu te connectes à ta mission, les choses que tu as besoin pour la réaliser se présentent. Et je me suis inscrite dans la formation éco-leader et guide de connexion avec la nature. Et toute l'information scientifique sur l'impact de la nature, sur la capacité cognitive, l'attention, les niveaux de stress, la régulation émotionnelle, c'était pour moi, toutes les pièces du puzzle, ça tombait ensemble. Et ça m'a vraiment permis, d'un côté, de clarifier aussi beaucoup pour moi. J'avais, et c'est peut-être tout un autre volet, mais j'avais beaucoup de sentiments mixtes sur comment agir face à la crise de perte de biodiversité. Et j'étais perdue en tout ça et ça me bouleversait parfois. Et avec la formation de éco-leader, juste me permettre de mieux comprendre comment on est arrivé là, comment la relation avec la nature qu'on a aujourd'hui a façonné tout ce que confronte, c'était, voilà, ça m'a soulagée, ça m'a aidé à me concentrer sur l'action. Et aujourd'hui, en fait, j'ai deux casquettes. J'ai mon cabinet comme psychologue où je fais aussi pas mal de consultations en nature. Et d'un autre côté, je donne des formations en nature pour des entreprises, mais aussi pour des associations, pour des structures de crèches et des maisons relais sur l'impact de la nature sur notre bien-être. Mais par exemple, un projet très intéressant, c'est que, en fait, comme il y a plus de prise de conscience que les enfants doivent passer plus de temps à l'extérieur, comme Isabelle l'a remarqué, et c'est aussi sur ce que Guylaine travaille et Philippe, le ministère de l'Éducation au Luxembourg a décidé que, en quelques années, l'éducation informelle, donc les crèches et les maisons relais, doivent offrir beaucoup plus de temps dehors avec les enfants. Et donc là, j'ai développé des formations pour justement permettre aux éducateurs de d'abord reconnecter eux-mêmes avec la nature afin de pouvoir transmettre la motivation intrinsèque pour être en contact avec la nature. C'est super. Donc, il y avait vraiment une opportunité qui s'est dessinée au Luxembourg au niveau institutionnel, si j'ose dire, qui fait que maintenant, ça te donne la possibilité de vraiment agir et en plus dans un cadre qui le permet. Mais ça, c'est une grande chance. Je pense que le Luxembourg est quand même assez en avance quand même sur ces questions. Donc, bravo. Et moi, j'aimerais savoir comment les gens que tu emmènes en nature, c'est quoi leur profil? C'est qui? Et comment je veux dire, qui s'inscrit, qui se dit, oh tiens, j'ai envie d'aller dans cette approche-là avec cette psychologue? C'est surtout des femmes. Ok. C'est varié. Donc, quand on regarde chez les particuliers, c'est surtout des femmes entre, je dirais, oui, 40 et 55. Mais quand
quand je travaille avec des entreprises, c'est bien sûr, c'est tout mixte en fait. C'est des équipes, des managers ou des équipes qui travaillent, voilà, les employés qui travaillent ensemble dans un certain département. Et là, ça peut aller des tout jeunes à des gens plus âgés. C'est très varié. Et les Euh, impacts, c'est quoi les impacts? Premièrement, j'aimerais savoir surtout, tu sais, parce que je ne veux pas non plus qu'on dépeigne un monde rose où tout le monde accepte et est heureux d'aller essayer une nouvelle approche. Il y a aussi dans tous ces milieux des résistances. Est-ce que toi, est-ce que tu as des exemples à donner, tu sais, de moments où c'est difficile ou qu'est-ce que ça t'a pris, toi, pour être capable d'être convaincante et obtenir cette clientèle? C'est clair que voilà, il y a des gens qui connectent directement et qui sont très intéressés. Et c'est surtout les gens qui s'inscrivent pour mes activités qui s'adressent à des particuliers. Mais en entreprise, j'avais par exemple une directrice RH qui disait oui, c'est fantastique ce que tu fais, mais moi, je ne peux pas parler de ça dans le board of directors. Ils vont se moquer de moi. Mais là, tous les arguments scientifiques, quand on peut parler par exemple, des études qui ont mesuré l'impact d'amener des plantes ou de l'accès à la lumière naturelle sur l'absentéisme, sur la capacité de réflexion stratégique ou de taux de stress, etc. C'est des arguments rationnels. Voilà. Quand on parle avec les entreprises, il faut la rationalité, il faut les chiffres. Et ça, voilà, ça aide beaucoup. Et c'est Avec grâce à la formation qu'on a un tas d'informations structurées qui t'aident beaucoup à convaincre. Ouais. Où je vois un pouce qui s'est levé de Komi, qui est un ancien étudiant et qui est en Afrique. Donc, on est très heureux. Je ne sais pas si Myriam aussi, qui est en Tunisie ou au Maroc, je ne sais plus, et au Maroc. Et là, merci Geneviève. Et là, donc c'est très international aujourd'hui. Donc, merci Isabelle. Est-ce que Hubert, tu voulais ajouter quelque chose? Oui, je voudrais ajouter, parce que je crois qu'on l'a tous constaté, c'est qu'en fait, tous les gens qu'on a entendus ici sont vraiment des pionniers. Hein, parce qu'ils ont tous voulu faire quelque chose qui n'existait pas avant. Ils ont dû passer au-delà de beaucoup de résistances. Je pense que ces résistances sont en train de tomber les unes après les autres, parce qu'aujourd'hui, tout le monde parle de l'impact de la nature. Quand nous, on a commencé il y a 10 ans, personne ne parlait de ça. Hein, enfin, à part quelques scientifiques, mais ce n'était pas du tout dans le langage commun. Aujourd'hui, de plus en plus de gens sont persuadés. Quand Isabelle vient de le dire, on a commencé, on a voulu prendre une approche scientifique parce que justement, on s'était dit, il va falloir convaincre des non convaincus. Et ce qu'Isabelle disait à l'instant, il y a une recherche qui est sortie il n'y a pas tellement longtemps qui dit que 50 minutes de marche en nature, et même pas de marche, hein, le fait d'être 50 minutes en nature augmente le niveau d'attention de 20%. C'est énorme ça pour une entreprise, hein, parce que les entreprises aujourd'hui souffrent de la mauvaise santé cognitive de leurs employés. Quand ils ne sont pas assez attentifs, ils font beaucoup d'erreurs, on perd beaucoup de temps, etc. Donc ce qu'il faut essayer d'arriver à faire, et on travaille là-dessus, c'est de convaincre les entreprises que si elles envoient leurs employés en nature, ils vont gagner du temps plutôt qu'en perdre. Mais ça, c'est un long chemin et c'est grâce à tous les pionniers qu'on a entendus maintenant dans tous les secteurs qu'on va y arriver. Je termine en disant que je suis profondément persuadé que la nature a besoin de nous. Elle a besoin de nous pour faire connaître ses bienfaits. Ils sont encore beaucoup trop peu connus. Ils sont parfois tellement vulgarisés que ça ne veut plus rien dire, qu'ils sont mélangés à plein de concepts qui n'ont rien à voir. Mais la nature a besoin de gens qui peuvent parler d'une façon rationnelle, d'une façon scientifique, mais aussi d'une façon humaine et sensible de ce qu'elle apporte à l'être humain. Et merci. J'aurais voulu qu'on se quitte là-dessus parce que c'est un magnifique mot de la fin. Mais j'aimerais savoir avant tout s'il y a des questions. J'ai regardé le chat. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut... on peut d'ailleurs ouvrir les micros, là, s'il y a des gens qui veulent parler. On va arrêter avec le chat 2 minutes. Je pense on aime bien se parler aussi. Donc, s'il y a quelqu'un qui veut intervenir, qui veut juste
je ne sais pas, donner un petit commentaire ou raconter peut-être un projet, parce que nous, on a invité nos anciens étudiants, mais il peut y avoir dans l'auditoire des personnes qui travaillent sur des choses qu'elles veulent partager avec nous. Donc, on peut vous laisser la parole. En attendant une personne se propose, eh bien, je veux aussi ajouter que une nature a aussi besoin de vous. La nature a besoin de vous. Et je vais vous dire dans quel sens. Plus on connaît des gens comme vous, des gens comme Philippe, des gens comme Isabelle, comme les deux Isabelle, des gens comme Guylaine, plus nous aussi on peut faire notre travail de faire pousser cette voie-là, de faire pousser cette voie-là dans les directions qui sont les nôtres. On a une antenne en Suisse qui s'en vient, on a une antenne en France, on a une antenne au Luxembourg, on travaille fort aussi au Canada, à Québec, à Montréal. Donc, si vous êtes porteur de projet, laissez-nous savoir ce que vous faites, parce qu'on a aussi cette volonté de faire connaître l'ampleur de ce mouvement-là, le mouvement scientifique d'un côté, mais aussi le mouvement de personnes qui agissent par rapport à cette recherche. Donc, c'est vraiment important qu'on garde le contact, même après ce webinaire. Donc, je ne vois personne qui veut s'exprimer particulièrement. Donc, j'en conclus que c'était un moment assez qui est inspirant, que vous allez vous replier vers vous-même, réfléchir à tout ce qui a été dit. Et j'espère que ça va donner naissance ou ça va vous permettre de poursuivre. Donc, on va s'arrêter. Il est 13 h dans 2 minutes. 18 h. Ah oui, pardon. Ouais, bon, c'est vrai que je ne vais pas me lancer dans les fuseaux horaires parce que là, on a un auditoire international. Donc, je vais juste dire qu'on est à 2 minutes de nous séparer. Et vraiment, je tiens à vous remercier de la part de tous pour votre présence. Et puis, on va continuer à avoir des moments comme cela sur des thématiques qui permettront de voir le concret, d'en apprendre aussi parfois sur l'impact de la nature. Nos formations vont commencer le 9 septembre en français et le 10 en anglais. Donc, n'hésitez pas à aller chercher l'information sur notre site internet unature.org. Et puis, pour ceux qui ont assisté ici, ça a été enregistré. D'ailleurs, merci d'avoir, j'imagine, accepté qu'on puisse enregistrer. Tout ce qu'on fait avec l'enregistrement, c'est simplement de l'envoyer en replay à ceux qui étaient présents ou alors de le faire parvenir à des personnes qui qui n'ont pas pu écouter le webinaire et qui veulent y avoir accès. Donc voilà. Hubert, est-ce que tu peux terminer? Peut-être que tu as un petit mot de la fin encore que tu peux nous partager. J'adore entendre Hubert personnellement. Quelque chose, Emilia? Juste de comprendre, Emilia, oui. Ben, juste de dire que cette force-là nous permet d'avancer parce que souvent, quand on a des projets comme ça innovants, on est seul. En tout cas, on se sent seul, mais le fait d'être relié autant au Québec, au Canada, au niveau international, bon, on ne se sent pas seul. Ça, c'est très important ce que tu viens de dire, Guylaine. Moi, je suis, ouais, c'est très important. Moi, je suis en contact avec plein de gens de tous les domaines. Par exemple, des médecins qui disent, mais moi, j'y crois, mais je suis tout seul, j'ai l'impression. Et il ne faut pas que les gens aient cette impression-là, parce qu'en fait, on est vraiment une communauté. Il y a vraiment